Dans cette vidéo, j'aborde la plasticité cérébrale. C'est une notion qui est fondamentale à connaître quand on est dans la formation, l'enseignement ou l'accompagnement des personnes. Pour ma part, ça fait 10 ans que j'utilise cette notion quand j'accompagne des formateurs, à partir d'une vidéo de Catherine Vidal, qui est neurobiologiste à l'Institut Pasteur, ou en tout cas qui l'était, et je vous invite à regarder cette vidéo que j'utilise. Je vous mets le lien en haut de l'écran ou bien dans la description. À chaque fois, les effets sont surprenants. Je parle des effets quand je passe cette vidéo aux formateurs. Il y a un vrai changement de posture qui s'opère une fois que les formateurs prennent conscience de ce qu'ils peuvent faire avec cette notion de neurosciences. Par contre, à chaque formation que je peux animer, le constat est souvent le même. Très peu de formateurs connaissent ce phénomène de plasticité cérébrale et pourtant, il me semble en tout cas que c'est d'une importance capitale pour comprendre le fonctionnement des individus face aux apprentissages et donc ça permet aux formateurs d'ajuster leur posture à leur public. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire également une vidéo sur la plasticité cérébrale parce que je trouve que cette notion est tellement importante que je veux contribuer à partager cette connaissance pour qu'elle touche le plus de formateurs possible, le plus d'enseignants, parce qu'elle est très utile. Alors elle est très utile aux formateurs parce qu'elle leur permet de mieux comprendre l'individu qui apprend et donc d'adapter leur posture et leur dispositif de formation. Mais cette notion est également utile aux apprenants parce qu'ils disposent d'un bien meilleur accompagnement quand les formateurs ont pris en compte cette notion dans leur pratique. Et elle peut également être utile aux apprenants quand ils comprennent comment fonctionne leur cerveau et ce qu'ils peuvent arriver à faire quand ils pensent qu'ils n'en sont pas capables. N'étant pas moi-même un spécialiste des neurosciences, il faut bien l'admettre, je suis parti de la vidéo de Catherine Vidal dont je vous ai parlé tout à l'heure et j'y ai ajouté ce que je pense important pour les formateurs. À la fin de la vidéo, je vous ferai quelques propositions pour tirer le meilleur parti de cette notion de plasticité cérébrale. Et avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche qui se trouve à côté. YouTube comprendra qu'il peut proposer ses contenus à d'autres personnes qui cherchent des réponses. Et cela vous permettra de recevoir les notifications de YouTube lorsque je mettrai en ligne des prochaines vidéos. C'est la garantie pour vous de bénéficier de toutes mes astuces. Je m'appelle Pierre-Alex Nersessian, je suis formateur et coach passionné par l'apprentissage et le coaching et je vous accompagne vers votre liberté de choisir ce que vous voulez pour atteindre vos objectifs. Tout d'abord, je vais vous dire quelques mots sur ce qu'est la plasticité cérébrale pour que vous puissiez vous faire une idée de ce dont il s'agit, sans non plus aller très loin sur le plan neurobiologique. Il y a suffisamment d'experts sur le sujet qui ont fait des vidéos sur YouTube. Ce que je vous propose, c'est plutôt d'aller à l'essentiel pour comprendre ce qui se passe pour une personne qui apprend, un enfant, un élève, un stagiaire, ou même vous quand vous êtes face à une situation d'apprentissage. D'ailleurs, je vous rappelle que le lien vers la vidéo que j'ai le plus utilisée pour informer les formateurs sur ce phénomène se trouve dans la description de la vidéo. Il s'agit de la vidéo de Catherine Vidal, neurobiologiste à l'Institut Pasteur. L'essentiel des informations que je vais vous donner provient de cette vidéo, donc c'est pas moi qui les ai inventées, et pour moi, elles suffisent à changer notre approche de la formation. Alors pour faire simple, on peut retenir que la plasticité cérébrale, c'est un processus naturel qui se produit dans le cerveau en permanence tout au long de la vie chez tous les individus. Je répète, ça se produit chez tout le monde, du tout petit enfant à la personne la plus âgée, à tous les instants de la vie quotidienne. Grâce aux IRM, ce phénomène a été mis en évidence de façon concrète et mesurable, c'est-à-dire que les modifications que le cerveau opère quand il apprend sont visibles, c'est-à-dire qu'on peut le voir à l'imagerie médicale. Mais alors, qu'est-ce qui se modifie ? Ce qu'ont trouvé les chercheurs, c'est que le cerveau se développe en créant des connexions neuronales en fonction des apprentissages et des expériences vécues. J'apprends à résoudre un casse-tête, je crée des connexions neuronales. J'écoute de la musique, je crée des connexions neuronales. Je vis une expérience quelconque, je crée des connexions neuronales. J'apprends à réaliser des gestes professionnels, je crée des connexions neuronales. Toutes les situations de la vie, qu'elles soient personnelles, professionnelles, permettent à notre cerveau de se développer en faisant évoluer notre réseau de neurones. On peut donc conclure, et ça pour moi c'est hyper important, que le cerveau change de forme physiologique quand une personne a appris à faire quelque chose.
Je répète, le cerveau change de forme quand un apprentissage a été réalisé. Ce que l'on apprend également dans la vidéo de Catherine Vidal, c'est qu'il y a une temporalité pour que le cerveau s'épaississe, c'est-à-dire qu'il consolide certaines zones cérébrales pour réaliser certaines actions. Elle explique par exemple que 3 mois d'entraînement au jonglage avec 3 balles permettent de voir un épaississement des zones cérébrales qui sont mobilisées. Ce n'est donc pas instantané, je te montre, tu fais et ça fonctionne, il faut un temps nécessaire au cerveau pour construire le réseau neuronal qui sera utile à cette fonction. Ce qu'elle explique également, c'est que si on arrête de s'entraîner, alors les zones qui s'étaient épaissies changent à nouveau de forme. En gros, c'est comme si le cerveau s'aperçoit que ces zones ne sont plus utilisées, il va s'adapter aux nouvelles activités et donc créer de nouvelles connexions neuronales ailleurs, là où elles seront plus utiles. J'en ai terminé avec ces quelques explications neuroscientifiques. Pour moi, elles suffisent très largement à aborder les enjeux de la relation pédagogique entre un formateur et un stagiaire, un professeur et un élève, un adulte et un enfant. En synthèse, on peut retenir que le cerveau évolue tout au long de la vie, à tous les âges, en permanence, et le cerveau se façonne en fonction de l'expérience vécue. Apprendre, ça change la forme du cerveau. L'épaississement de certaines zones cérébrales est proportionnel au temps d'apprentissage ou d'expérience des personnes dans un domaine. Il faut environ 3 mois pour qu'un geste appris, répété, entraîne un épaississement des zones du cerveau mobilisées pour réaliser ce geste, comme jongler avec 3 balles. Et si on arrête de s'entraîner, alors on observe un désépaississement. Alors qu'est-ce que la plasticité cérébrale change pour un formateur ? Je vous propose de répondre à partir de 5 points. Le premier point, lorsque un formateur sait que le cerveau évolue tout au long de la vie, que ce soit un formateur, un enseignant, il ne peut donc plus faire un pronostic sur l'avenir d'une personne. La seule chose qu'il peut dire, c'est où en est la personne tout de suite avec les apprentissages du moment. Par ce premier point, j'adresse un petit message aux formateurs, aux enseignants qui ont ce genre de pratique. Arrêtez votre activité de voyant et accompagnez les gens sans jugement. Vous rendrez service à vos élèves et à vos stagiaires. En fait, pourquoi je dis ça ? Parce que c'est très enfermant de dire à quelqu'un qu'il ne sera jamais capable de rien. Et en plus, vous ne savez rien de son avenir. Un enseignant ou un formateur dispose d'un pouvoir à l'égard des gens dont il est responsable et il ne peut pas s'en servir à mauvais escient. Et dire à quelqu'un qu'il n'est jamais capable de rien, alors pour certains ça sera challengeant et ils vont se mettre en action encore plus, c'est vrai, mais pour beaucoup d'autres, ça va les mettre dans une case dont ils ne sortiront jamais ou très très tard. Si vous prenez le parcours de nombreuses stars, je prends des stars parce que c'est plus facile d'avoir accès à leur histoire, eh bien le nombre de sportifs de haut niveau, d'artistes, de chanteurs, de musiciens, d'acteurs ou encore d'entrepreneurs à succès qui ont été étiquetés par des enseignants comme étant des cancres ou des bons à rien est impressionnant. Pourtant, toutes ces personnes ont eu des brillantes réussites et parfois sont bien plus heureuses que les enseignants qui les jugeaient comme étant des cancres. Les exemples, ils sont très nombreux et j'ose même pas penser à toutes les personnes qui ne sont pas des stars, qui ont également eu des brillantes réussites et qui n'ont pas pris compte de ce que leur ont dit ces personnes. Évidemment, le souci n'est pas dans les personnes qui ont réussi à se sortir de ces pronostics enfermants, ce sont celles qui ont cru ce qu'on leur a dit. Si on veut contribuer à élever notre société, je pense qu'il faut vraiment que l'on arrête de rabaisser les personnes dans les espaces de formation et d'éducation. C'est pas ça notre mission, c'est de permettre aux gens d'atteindre leurs objectifs et de tout faire pour qu'ils les atteignent. Deuxième point, si un apprentissage change la forme du cerveau, eh bien c'est pas le formateur qui fait la transformation, c'est l'apprenant lui-même. Un formateur, en fait, ne forme pas un stagiaire, comme il a plutôt l'habitude de le dire dans le langage courant. En fait, il l'aide à se former et ça, c'est très différent. C'est plus le formateur qui a le pouvoir, c'est le stagiaire. On peut être le meilleur spécialiste de son domaine. Si on est plus préoccupé par sa propre expertise que par la façon dont les apprenants se l'approprient, alors, de mon point de vue, on passe à côté de la mission. Je vais citer une phrase d'un professeur d'université que j'ai eu à la fac de Nanterre dans les années 2010. Je parle de Philippe Carré qui disait « On apprend seul, mais jamais sans les autres ». En fait, ça induit que les formateurs ne forment personne, ce sont les stagiaires qui se forment eux-mêmes, et on l'a vu, c'est eux qui créent les connexions neuronales dans leur cerveau. Mais les stagiaires, ils ont malgré tout besoin des formateurs pour les aider dans les acquisitions des connaissances, des procédures, des gestes techniques ou mentaux. Cette notion de plasticité cérébrale, elle change la position du formateur ou de l'enseignant, elle change aussi son travail en l'incitant à créer un environnement qui favorise les apprentissages
plutôt que de se centrer sur sa propre expertise. Que le formateur connaisse sa discipline, c'est très bien, mais qu'il aide les apprenants à se l'approprier, c'est encore mieux. Mais ça nécessite de la part des formateurs de changer réellement leur positionnement et leur posture. Troisième point, il faut du temps pour que les apprentissages puissent se construire. On l'a vu dans la vidéo de Catherine Vidal, 3 mois pour le jonglage, et en plus tout dépend d'où part l'apprenant. Selon la discipline, son cerveau peut avoir plus ou moins déjà développé les zones qui seront utiles à l'action à réaliser. Et c'est d'ailleurs ce qui donnera l'impression qu'il est doué. Un individu qui écoute de la musique depuis toujours et qui joue déjà d'instruments aura beaucoup plus de facilité à apprendre à jouer d'un deuxième instrument. Par contre, il aura peut-être beaucoup plus de difficultés à jouer au ballon dans une équipe parce que son cerveau a été moins sollicité pour ce travail d'équipe avec de la dextérité, de la rapidité et des déplacements dans un espace. Donc lorsque l'on attend des gens qu'ils apprennent à faire les mêmes choses avec le même temps, c'est illusoire. Chacun aura, selon ses aptitudes, plus ou moins de facilité et d'autres auront besoin de beaucoup plus de temps pour faire les mêmes acquisitions. Mais dans ce cas, la vraie question est, est-ce que l'institution qui est en charge de la formation dispose de ce temps? Que ce soit l'école, le centre de formation professionnelle ou une entreprise, d'où la nécessité de mettre en place des sélections pour vérifier que les personnes seront capables de suivre le programme dans le temps imparti. La sélection, ça peut être des entretiens d'embauche, ça peut être la vérification des CV, ça peut être des tests de sélection selon les processus de sélection qui existent et que l'entreprise ou que l'institution veut mettre en place. Dans ce que l'on a vu, on sait maintenant que tout le monde peut tout apprendre, mais pas dans le même temps. Si un professionnel doit apprendre son métier en 30 jours et que c'est le choix de l'institution de former les gens dans ce délai, alors elle doit sélectionner des gens qui seront capables de suivre ce programme en 30 jours. Pour les autres, c'est aussi possible d'acquérir les mêmes compétences, d'apprendre les mêmes connaissances. Cependant, ils devront peut-être avant se mettre au niveau pour disposer des prérequis nécessaires en dehors du temps de l'institution. La différence, elle se fera par la motivation parce qu'ils partent de plus loin. Le quatrième point, c'est que le temps d'apprentissage peut mettre le formateur face à un dilemme. Et oui, le formateur doit accompagner un groupe de stagiaires vers l'atteinte d'objectifs d'acquisition de connaissances ou de développement de compétences, et ce, dans un temps donné, d'ailleurs souvent court, 1 jour, 2 jours, 5 jours, parfois 20, quand on a de la chance. Et ces durées de stage, en fait, elles mettent souvent le formateur dans une situation paradoxale du type forme des gens en peu de temps à faire des choses qui prennent beaucoup de temps à apprendre. Quand ces formateurs se trouvent face à ce dilemme, ils vivent d'intenses difficultés, notamment quand vient le temps de la validation de la formation. D'ailleurs, ils ont comme référence que leur performance de formateur s'évalue en fonction du nombre de stagiaires validés. Donc, lorsqu'un stagiaire est invalidé, c'est un formateur qui fait mal son travail comme si tout reposait sur l'unique pouvoir du formateur. Et dites-moi, c'est pas le stagiaire qui est acteur de son apprentissage ? Ce dilemme amène beaucoup de formateurs, pas tous évidemment, mais beaucoup de ceux que je côtoie, à mettre la pression aux stagiaires pour qu'ils réussissent leur formation. Évidemment, plus de pression n'a jamais aidé les gens en difficulté à réussir, c'est souvent le contraire. Et ce qui peut se passer pour ces formateurs, sans mauvaises intentions évidemment, c'est que pour éviter de se confronter à leur propre incapacité à aider les apprenants à réussir, ils les disqualifient. C'est pas moi qui n'ai pas réussi à les aider, ce sont eux qui sont nuls, qui sont pas au niveau ou qui sont pas motivés. Et si en plus, en tant que formateur, j'ai mis beaucoup d'énergie à essayer de former des stagiaires et que je n'y arrive pas, je peux alors m'en prendre à eux en adoptant des comportements discriminants. En fait, le formateur qui ne parvient pas à s'adapter au rythme d'apprentissage de son stagiaire, qui peut être en difficulté, lui fait porter parfois son incapacité à s'adapter au rythme du formateur et de la formation. Ce que pourrait faire ce formateur, c'est accepter le niveau du stagiaire là où il est, lui donner le maximum pour l'aider à avancer vers son objectif, sans juger de ce qu'il le parviendra à réaliser ou non. En fait, il faut accepter que le stagiaire a besoin de plus de temps pour apprendre et que ce n'est pas sa qualité de formateur qui est en jeu. Ce positionnement, il nécessite pour le formateur de bien mesurer ce qui lui appartient à lui et ce qui appartient au stagiaire. Nous avons dans cette situation pédagogique chacun notre part de responsabilité. 5e point, s'il n'y a pas d'entraînement entre les phases d'acquisition et la mise en pratique, ce qui a été appris est perdu. Rappelez-vous, le cerveau met 3 mois pour développer des zones utiles au jonglage avec 3 balles.
Donc selon la complexité des tâches à réaliser, le cerveau va mettre plus ou moins de temps, un certain temps en tout cas. Mais rappelez-vous aussi que si les personnes arrêtent de s'entraîner, le cerveau se désépaissit naturellement. En fait, il va développer des zones qui sont sollicitées et réutiliser les zones qui ne le sont pas pour d'autres activités. Donc, si un geste professionnel appris n'est pas utilisé régulièrement, le cerveau va se dire que cette zone ne sert à rien et il l'utilisera pour faire autre chose. Encore une fois, de la part des formateurs, c'est inutile de dire à quelqu'un qu'il ne sait pas faire son travail quand on ne lui permet jamais de s'entraîner, de le réaliser. C'est normal d'un point de vue purement physiologique. Alors au lieu de s'en prendre à la personne qui ne sait pas faire ce qu'on attend d'elle, interrogeons-nous plutôt sur le temps qu'on lui donne pour s'entraîner à réaliser les actions qu'on lui demande. Ce que vous pouvez retenir de cette vidéo, c'est que le travail de connexion neuronale ne vous appartient pas, c'est le stagiaire qui fait le boulot. Pour que les stagiaires puissent faire ce travail, nous les formateurs, nous devons créer des conditions favorables aux apprentissages et aux stagiaires. Et pour ça, je vous propose de travailler sur 7 points. Tout d'abord, croyez en la capacité des personnes à apprendre. Vous l'avez compris, le cerveau évolue tout au long de la vie, crée des connexions neuronales au fur et à mesure des apprentissages. Donc, on peut toujours tout apprendre. Après, c'est la question du délai qui rentre en jeu. Mais quoi qu'il en soit, les gens peuvent apprendre. Ça, c'est une réalité. Ensuite, ce que l'on peut faire en tant que formateur, c'est créer une relation de confiance. Parce que pour que les gens créent des connexions neuronales, il faut qu'ils l'acceptent, il faut qu'ils le veuillent, il faut qu'ils en aient l'intention. Et pour ça, ça sera beaucoup plus favorable s'ils ont confiance dans la personne qui leur met à disposition des connaissances et qui leur montre à quel point il veut les aider. Donc il faut que le stagiaire, que l'apprenant ait confiance dans la personne qui lui donne accès aux connaissances. Le troisième point, ça serait de donner du sens aux apprentissages. Parce que, en fait, si c'est juste une lubie de formateur, de passer par des points d'apprentissage en disant ça, c'est des connaissances importantes, mais que le stagiaire ne fait pas le lien, il n'y a à peu près aucune chance qu'il mette de l'énergie à créer des connexions neuronales pour des choses qu'il n'envisagera pas d'utiliser plus tard. Donc ça, c'est très important de donner du sens aux apprentissages. Il faut aussi, en tant que formateur, que l'on accepte que les personnes ont besoin de plus ou moins de temps pour apprendre les mêmes choses, et pour toutes les raisons qu'on a déjà vues. Chacun est différent, chacun arrive avec une expérience de vie différente, avec des expériences d'apprentissage différentes, et donc le cerveau, toutes les zones, tout le réseau de connexion neuronale qui va être mobilisé pour ce qu'on va lui apprendre ne sont pas calibrés de la même façon, et ça, il faut absolument que nous, en tant que formateurs, on l'accepte et qu'on le prenne en compte. Un autre point, le formateur doit créer des occasions de s'entraîner et de répéter les situations d'apprentissage, puisque plus le cerveau va prendre conscience qu'il est mobilisé, il est utilisé pour des actions répétées, plus il va se dire « j'ai besoin de ce réseau de connexion neuronale, donc je vais le garder et je vais le renforcer ». Donc le formateur doit créer des occasions de s'entraîner. Mais il ne s'agit pas de s'entraîner 22 fois sur 5 jours en fait. Il s'agit d'avoir un processus d'entraînement qui va non seulement se mettre en place pendant la période de stage, mais pendant toutes les périodes qui vont suivre l'après-stage, parce que les ancrages vont se faire sur le long terme et pas uniquement sur la période des 4-5 jours de stage dont on a parlé. Rappelez-vous, 3 mois pour apprendre à jongler, et donc imaginez le temps nécessaire pour que les apprentissages soient ancrés. 6e point, soyez à l'écoute de vos émotions à l'égard des personnes en difficulté. Et oui, parce que quand vous commencez à vous énerver parce que les gens n'arrivent pas à faire ce que vous voudriez qu'ils fassent, vous êtes en train de fixer les objectifs qui sont les vôtres et vous n'êtes plus connecté aux objectifs des stagiaires et à leurs difficultés. Si en tant que formateur, on utilise la plasticité cérébrale comme notion théorique pour nous aider à accompagner les personnes, alors on sait qu'il y a un temps qui est celui des stagiaires et pas celui du formateur. Donc quand vous commencez à monter dans les tours, prenez-en conscience. Dites-vous que ce n'est pas vous qui êtes important, c'est la personne que vous accompagnez et recalibrez-vous sur son temps d'apprentissage à lui. 7e et dernier point, faites le tri entre ce qui concerne les effets de votre dispositif pédagogique et ce qui appartient aux stagiaires dans ses acquisitions, parce que vous avez une responsabilité de créer un environnement favorable aux apprentissages en tant que formateur, mais vous n'êtes pas le seul responsable de tout le passé du stagiaire quand il arrive en formation, et que s'il n'a pas le niveau requis pour faire ce que vous lui demandez, alors vous n'êtes pas le seul responsable de ce qu'il va réussir à faire ou pas. Là où vous êtes responsable, c'est si vous le mettez constamment en situation d'échec, que ces situations d'échec vont entraîner une perte de confiance en lui et que cette perte de confiance en lui ne permettra plus d'apprendre ce que vous avez besoin qu'il apprenne dans votre stage.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, vous en savez plus sur la plasticité cérébrale et ses enjeux dans la relation pédagogique. Pour rappel, le cerveau change de forme quand on apprend, et il fait ça à tout âge, toute la vie en permanence, et le formateur accompagne donc les apprentissages, et ce n'est pas l'acteur principal de ce travail. Je suis ravi vraiment de finaliser cette vidéo et de contribuer à mon tour à partager cette notion de la plasticité cérébrale pour la rendre accessible au plus grand nombre, que ce soit des formateurs, des managers, des accompagnants et pourquoi pas même des stagiaires. Cette notion m'a profondément aidé à changer ma posture de formateur en comprenant ce qui pouvait se passer pour une personne qui apprend, qui évolue dans la vie à son rythme au fil de ses expériences, à la fois professionnelles et personnelles, et également dans les formations qu'elle suit. J'insiste une dernière fois, vous pouvez tout apprendre, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout tenter si vous vous donnez le temps de le faire. C'est un vrai message d'espoir pour vos projets personnels et professionnels, c'est également un vrai message d'espoir pour les personnes que vous accompagnez dans vos formations. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous invite à me le dire en mettant un like par exemple, ça fait toujours plaisir, mais surtout ça me permet de vérifier que les contenus que je vous mets à disposition répondent à vos besoins. Vous pouvez également poser des questions dans les commentaires ou même ajouter des informations qui pourraient être utiles à cette vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, prenez soin de vous et de votre cerveau et je vous dis à la prochaine.